Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Je souhaitais cette grosse demi-heure, je dis bien grosse demi-heure, consacrée à Napoléon. Pourquoi ? Parce que le film de Ridley Scott sort demain, Napoléon, parce que c'est un film qui est très controversé. Quand je lis toutes les critiques qui ont déjà été écrites sur ce film, parce que je pense que c'est un film très attendu, qui va connaître un gros succès, nous verrons bien. Mais en ce qui me concerne, j'ai très envie de le voir, et j'irai le voir le week-end prochain. Donc, j'avais envie qu'on parle. Et puis Napoléon, c'est une grande figure de l'histoire de France, qui lui aussi est controversé. Il y a eu tant de débats autour. Est-ce un grand homme? Était-ce un grand stratège? Tout à l'heure, je recevais le général Olivier de Bavinkov, qui a quand même commandé les forces internationales en Afghanistan, qui a commandé les Américains en Afghanistan, qui a commandé la FINUL au Sud-Liban, et qui nous disait c'était militairement un très grand stratège. Bien. Alors, on va, pour parler de Napoléon, nous avons avec nous Dimitri Casali, historien, auteur, entre autres, de Napoléon dans l'intimité d'un règne, aux éditions Larousse, et avec nous, Frédéric Régent, historien, auteur de La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, aux éditions Grasset. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bien. D'abord, qui a vu le film de Ridley Scott? Dimitri Casali, oui. Vous l'avez vu? Oui, écoutez, j'ai été absolument à la fois subjugué, parce que ça reste un grand film américain, c'est quand même le film qui me manquait depuis Abel Gans, mais il n'y a que des erreurs historiques, du début à la fin, enfin surtout sur le personnage de Napoléon, qui est dépeint sur des aspects très très négatifs, mais qu'importe, je vous dirais, puisqu'aujourd'hui, son visage, sa tête est sur les affiches du monde entier. Je vous rappelle que demain, il sort aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Corée, c'est extraordinaire. Donc on s'aperçoit, ce que les Français on ignore depuis 30-40 ans, c'est que Napoléon est vraiment un mythe mondial. Oui, et Napoléon, un mythe mondial. Il remet le mythe mondial au cœur du monde. Voilà, hein, et que c'est le français le plus populaire au monde. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Oui. Voilà. Oui, le français le plus populaire. Vous n'avez pas vu le film? Non, je n'ai vu que la bande-annonce, mais oui, comme vous, j'ai envie de le voir parce que j'aime bien les films de Ridley Scott. Oui. En plus, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être prometteur sur le plan visuel, mais bon, souvent les adaptations de personnages historiques au cinéma, bon bah c'est du cinéma. Voilà, c'est du cinéma, il faut le prendre comme tel. Mais c'est vrai que pour un historien, c'est toujours difficile de. Oui. Et puis on se dit mais l'histoire de Napoléon est tellement fascinante et tellement exceptionnelle dans le sens où c'est un homme qui est parti de rien, qui était destiné au maximum à finir sa vie capitaine dans l'armée et qui a dominé l'Europe et qui aujourd'hui est connu dans le monde entier. Donc c'est un destin exceptionnel. Des fois, il n'y a pas besoin de rajouter tout ce que peuvent rajouter les cinéastes. Mais vous avez vu Ridley Scott, parce que les critiques, je lis quelques critiques. La BBC révèle que la BBC a relevé évidemment que la presse française était mitigée. Alors l'historien Patrice Guénifé, qui effectivement parle beaucoup des erreurs historiques et qui va même jusqu'à dénoncer une interprétation anti-française et pro-britannique de l'histoire du célèbre empereur. C'est pas faux. Des faits à Trafalgar, c'est pas faux. C'est pas faux du tout. On sent une certaine déjà francophobie très très anglaise plus qu'américaine, mais avec vous savez, cette francophobie britannique, elle est aussi teintée d'admiration. Et d'ailleurs, Ridley Scott, je vous le rappelle, a acheté un mas dans le Luberon où il vit en France. Hein. C'est toujours pareil. Il nous jalouse, ces Anglais nous jalousent, la perfide Albion nous jalouse beaucoup. Ridley Scott qui a dit les Français ne s'aiment pas eux-mêmes. Cela dit, c'est pas complètement faux que les Français ne s'aiment pas, non? Vous trouvez pas, non? Vous deux historiens. Je pense que depuis 40 ans, nos hommes politiques ont fait détester aux Français tout ce qu'ils aimaient et aimer tout ce qu'ils détestaient. C'est vrai que cette lecture culpabilisante de l'histoire de France depuis 40 ans a des conséquences aujourd'hui dramatiques dans les esprits de nos jeunes surtout. Vous êtes d'accord, Frédéric Régent, ou pas? C'est pas seulement une lecture culpabilisante, c'est une lecture critique. C'est-à-dire qu'on est passé, on a eu
toute une période d'héroïsation d'un certain nombre de personnages historiques. Moi, je me rappelle un ouvrage. Non, il y a longtemps. Moi, je me rappelle d'un ouvrage que je lisais donc qui était le manuel scolaire de ma tante en 1952, qui vous parlait de Colbert, qui vous parlait de Napoléon. 52, mais déjà. Sur 52. Napoléon, dans cet ouvrage-là, j'étais cours élémentaire dans les années 60 et 70, et c'était extrêmement équilibré. Dans le Malais Isaac, tous ces grands historiens français avaient une vision équilibrée avec les aspects négatifs et les aspects positifs. Le problème majeur aujourd'hui, c'est l'ignorance des Français à propos de leur histoire. C'est ça surtout. La méconnaissance de leur histoire et de la complexité de l'histoire. Ah oui, la complexité de l'histoire, on est d'accord. Après, je pense que les Français ont vraiment le goût de l'histoire. On le voit notamment en France, il y a des polémiques qui peuvent ajouter. Moi, je me souviens quand même, pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. On sortait de la période Covid. Tous les médias ne parlaient que de la Covid, que de la Covid, que de la Covid. Et puis finalement, il y a eu un changement, bicentenaire de Napoléon. Bon, toutes les polémiques autour de... Enfin, c'est même pas des polémiques, c'est une analyse critique de son action. Faut comprendre que moi, qui suis originaire d'Outre-mer, qui suis originaire de Guadeloupe, qui a vu mes ancêtres avoir connu une première abolition de l'esclavage en 1794 et voir qu'en 1802, ils ont été remis en esclavage. Excusez-moi, les Anglais sont peut-être pas contents, mais je peux vous dire que les Guadeloupéens n'ont pas du tout une vision positive de Napoléon. Vous n'allez pas me contredire. La première leçon qu'on apprend à la Sorbonne en première année, c'est toujours replacer les faits dans le contexte de l'époque. Je replace les faits dans le contexte, monsieur. Le monde entier pratiquait l'esclavage. Vous n'allez pas me faire une leçon. Je replace les choses dans le contexte. Vous êtes d'accord avec moi? À un moment où vous aviez une république qui a aboli l'esclavage, vous avez une république qui a aboli l'esclavage, lui, il le rétablit. Attendez, pas ensemble. Juste une phrase, non, mais je vous laisse. J'étais interrompu, donc je me défends. Voilà, vous avez tout à fait raison. 1794, c'est la Convention nationale française, premier pays au monde, je dis bien, à abolir l'esclavage. L'esclavage existait depuis la nuit des temps et se pratiquait sur tous les continents à cette époque-là. Et c'est ça qu'il faut dire. Et après, effectivement, Napoléon, dans un but uniquement géopolitique et économique, sous la pression des armateurs de Nantes et de Bordeaux, il cède, il écrit, j'ai cédé, je regrette d'avoir cédé au criaillerie. Il l'a regretté, il a regretté parce que c'était pas un esclavagiste. Bon, alors, messieurs, nous allons continuer autour de Napoléon. C'est passionnant, je vous ai dit, je vous avais promis que c'était passionnant. Quand on a deux historiens, c'est toujours passionnant. Allez, à tout de suite, 9h30. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Napoléon, un grand homme ? Point d'interrogation. Dimitri Casali, historien, Napoléon dans l'intimité d'un règne, aux éditions Larousse. Frédéric Régent, historien, la France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, éditions Grasset. Vous êtes là tous les deux. Merci, messieurs. Voilà. Alors, je voudrais juste signaler, j'ai un ouvrage plus récent qui est sorti, qui s'appelle Libre de couleur. Les affranchis et leurs descendants en terre d'esclavage, 14e, 19e siècle, chez Talandier. Il est sorti il y a 2 mois et c'est une histoire globale à la fois de l'esclavage et de tous les esclaves qui ont pu devenir libres. Bien. Voilà. Parlons encore d'un peu de l'esclavage, mais on va parler du film, de Joséphine, de Napoléon lui-même. Mais un mot, vous dites, vous parlez de Napoléon comme d'un dictateur misogyne et esclavagiste. Dictateur ou pas ? C'est un régime très autoritaire. Oui. Il y a des institutions comme le tribunat, comme le corps législatif, le Sénat. Mais c'est un système, le Sénat, c'est-à-dire il y a il y a des systèmes de contre-pouvoir, mais c'est lui qui nomme. Enfin, le système napoléonien fonctionne de la manière suivante. Les gens votent, ils élisent ce qu'on appelle des notables, et sur ces listes de notabilité, c'est lui qui pioche les membres des différentes organisations Donc, régime autoritaire, Dimitri Casali. Au moins le problème, encore une fois, c'est justement la complexité de l'histoire. Au début, donc il arrive de 1799 à 1808, c'est un régime, justement, il y a République sur le franc germinal qu'il invente, il y a encore République française. Donc c'est un régime
plutôt modéré. Mais effectivement, après 1808, Napoléon atteint d'hubris, c'est ça, de mégalomanie, de plus en plus de soif de pouvoir, supprime les contre-pouvoirs, et à partir de 1810 jusqu'en 1813, là, c'est un vrai régime autoritaire pur et dur. Le pouvoir, l'ivresse du pouvoir. Oui. L'ivresse du pouvoir. Bon, misogyne. Alors ça c'est vrai. Misogyne. Ça c'est vrai parce que effectivement Napoléon, c'est l'article 213 du Code civil. La femme doit obéissance à son mari, mais c'est avant tout un homme de son temps. Tous les hommes de cette époque étaient plutôt comme ça, et effectivement c'est un militaire, Napoléon. C'est pour ça il était assez rustre avec les femmes, assez goujat, disait-on, c'est un goujat, mais aussi il avait un charme certain, avec un charisme certain, et il voyait justement, en fait c'est passionnant au point de vue même de la sexualité de l'empereur, parce que à mesure qu'il devenait de plus en plus puissant, ça réveillait en lui sa sexualité pour laquelle il avait pratiquement aucun intérêt étant jeune. Vous êtes d'accord ? Je connais moins la vie privée de Napoléon que monsieur, donc je vais... Oui, d'accord. Oui, mais si je vous parle de la vie privée, c'est parce que c'est le reproche que font beaucoup d'historiens français au film de Ridley Scott. Hein, par exemple, Thierry Lenz, qui est le directeur de la Fondation Napoléon, qui pointe un contresens historique fondamental. Les décisions, l'ambition et le destin de Napoléon auraient une cause unique, indépendante de son époque, et cette cause serait son amour absolu et possessif pour Joséphine. Les historiens n'y avaient jamais pensé. Thierry Lenz. Alors Ridley Scott était fou de rage après ce commentaire, et d'autres. Il a dit je laisse les historiens. Vous voulez vraiment que je réponde? Il ne veut même pas. Je vais être grossier. Là où il a. Alors oui et non, parce qu'effectivement Napoléon c'est avant tout le fondateur des institutions françaises, et c'est là où le film pêche. Il n'y a pas un mot sur le créateur qu'il était. Napoléon a tout fait. Le Conseil d'État. C'est pas un documentaire. Voilà. Non, en c'est revanche, pas un documentaire. Là où Ridley Scott a raison, c'est vrai que la passion avec Joséphine fut dévorante, et surtout quand il a divorcé d'elle en 1809, elle n'était plus à ses côtés pour le ramener au sens des réalités. Et là, Ridley Scott a raison. Bien, il était. On va prendre Christine, qui a envie. Il y a j'ai beaucoup d'appels. Vous voyez que Napoléon suscite. Mais oui, Christine est à Paris. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, l'idée c'est que Napoléon tire sa légitimité de la culture classique gréco-romaine, et tout son aspect, profil de médaille, couronne qui ressemble à une couronne de laurier quand il est couronné, tout ça le mène, il tire sa force de la culture classique. Il veut la gloire, il veut le pouvoir, il veut la gloire, mais pas l'argent. Alors que les Américains, leur culture, elle est basée, c'est une culture protestante au départ, basée sur l'éthique et le pragmatisme, le goût de la puissance financière. Et puis nous, on répugne. Pardon, je vous coupe, Christine. Nous, on est très académiques en France. On répugne à revenir et à mettre en cause nos idoles, à déboulonner nos idoles. C'est très difficile pour les Français. Les Américains savent s'autocritiquer. Rappelons-nous la guerre du Vietnam. Ils ont fait des films formidables sur les débordements, les exactions commises par l'armée américaine au Vietnam. Tout à fait. Nous, on est incapables de faire ça. L'autocritique, on ne sait pas ce que c'est. Oui, allez-y. C'est que, si vous voulez, nous, on a quand même... Notre solidité résulte de notre culture qui s'est construite au fil du temps. Et qui était sur le rationalisme éclairé, les lumières, tout ça. Bon, donc, c'est une qualité, et ça, ils nous l'envient. On ne peut pas nous l'enlever, et nous, on devrait s'en rappeler, les Français, que c'est notre force. Bien, merci Christine. Oui, c'est un enfant des Lumières Pour certains aspects, tout à fait, oui. C'est-à-dire, il ne remet pas en cause un certain nombre d'acquis de la Révolution, sauf quand même la liberté de la presse, sauf la liberté des hommes qui sont dans les colonies, et dès 1799, 99, quand il prend le pouvoir, il supprime les députés des colonies, ça c'est une des premières mesures qu'il prend, et il place les colonies en dehors du champ
de la Constitution. C'est-à-dire que jusqu'en 99, les colonies étaient devenues des départements, hein, comme c'est le cas actuellement pour la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et la Martinique et même Mayotte maintenant. Et il revient sur ce statut départemental qui imposait la même loi dans les territoires dits coloniaux. Et on voit quand même son basculement à un projet de Napoléon qui est effectivement, dans un premier temps, et vous avez raison, de ne pas remettre en place l'esclavage, sauf qu'il hérite d'un domaine colonial où il y a des colonies où il y a encore l'esclavage, comme la Réunion. Il y a des colonies où il y a encore l'esclavage, comme la Martinique, qui va récupérer avec la paix des Britanniques, et la Guadeloupe, Saint-Domingue et la Guyane. Ce qu'il faut dire avant tout, c'est qu'effectivement, c'est un choix géopolitique. En fait, il fait un choix d'oublier, de laisser tomber l'empire colonial français pour un système. Il prône un système continental. Ce qui l'intéresse, c'est la conquête de l'Europe. C'est ça. Et très rapidement, la vente de la Louisiane, on est la preuve. Il fait cela parce qu'il perd Saint-Domingue auparavant. Sinon, il me semble que, enfin, pour moi, il a vraiment un projet colonial. Tout d'abord, mais après il abandonne dès 1803. Lorsqu'il perd Saint-Domingue, il l'abandonne et qu'il perd à Trafalgar, il abandonne effectivement. Dimitri Kazali vient de dire quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai lu beaucoup de choses sur Napoléon et je me suis toujours posé la question, mais quel était son objectif ? Que voulait-il, Napoléon ? Qu'est-ce qui l'animait ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Parce que moi, j'ai jamais compris exactement jusqu'où il voulait aller. La vie de Napoléon, c'est un défi du nouveau monde envers l'ancien monde féodal. C'est un petit immigré corse qui arrive en France à l'âge de 10 ans sans parler un seul mot de français à l'âge de 10 ans, et il va devenir le fondateur des institutions modernes de la France, c'est-à-dire qu'il va malgré lui, puisqu'au début c'est un Corse intransigeant, il a la haine des Français, il le dit à 14 ans, 15 ans, et bien grâce à la culture française, la culture des Lumières, il connaît Voltaire par cœur. Il va s'imprégner de la culture française, il va devenir plus français que les Français de souche. Et c'est ça, Napoléon, c'est un défi contre la féodalité. Mais c'est un immigré, finalement. C'est un immigré. Complètement, oui. Et surtout... Non, mais c'est extraordinaire. C'est un immigré. Et quelqu'un qui ne parle pas forcément bien le français. Ah oui, ça c'est D'ailleurs, ses secrétaires disent toujours qu'ils doivent traduire les mots. Ils confondent... voyez, genre amnistie, armistice, ils confondent... Enfin, voilà, il faut comprendre ce qu'il dit. Donc. Tout à fait. Et ce défi contre l'ancien monde, c'est parce que ses condisciples de l'école militaire de Brienne, où il a eu une bourse royale, sont tous des grands aristocrates. Et ça il voue une haine à l'ancien monde féodal, la féodalité française, à l'abolition des privilèges. C'est le premier des acquis qui va préserver de la Révolution française et l'égalité. Ses principaux ennemis sont les royalistes. Oui. La liberté, qui tente de l'assassiner. Je suis d'accord avec vous. La liberté, c'était pas son fort, mais l'égalité et l'abolition des privilèges, il va promouvoir ces grandes idées révolutionnaires dans le monde entier. Oui, mais dans un deuxième temps, il va quand même mettre en place une noblesse impériale et... Sans aucun privilège. Eh oui, c'est ça, c'est juste des titres pour ces maréchaux. Eh ben écoutez, il est 9h43. Petite pause, Jean-Pierre veut intervenir. Je vais lui donner la parole et nous continuerons notre... C'est passionnant, hein. Je vous le dis tout de suite, je prends beaucoup de plaisir à vous avoir et à vous recevoir tous les deux. Merci, il est 9h43. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Jean-Pierre est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Jean-Jacques, merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Vous posiez la question, est-ce que Napoléon est un grand stratège ? Je pense que oui, hein, c'est évident qu'il soit un grand stratège. Quand on pense qu'il a dû subir 6 ou 7 coalitions, je crois, et qu'il les a pratiquement toutes gagnées à 1 contre 3, voire contre 4. Et évidemment, quand on voit comment il manœuvrait sur le champ de bataille, on sent que c'est un type qui savait trouver les points faibles de l'ennemi. Et c'est là qu'il arrivait à faire la différence. Donc évidemment, c'est un très grand stratège, ça a été un grand organisateur, mais il a eu aussi affaire à effectivement un entourage qu'il a choisi, qui était de qualité, tous ses généraux, etc. C'était des gens assez remarquables. Et donc il a
il a dopé son armée de victoire, et si bien que les gens allaient à la guerre, on va dire, peut-être avec une certaine envie de regagner encore. Hein. De regagner encore. Alors, il a été dépassé par ses conquêtes. Hein, c'est ce que nous pensions, c'est ce que vous pensez, vous les historiens. Moi, c'est pas ce que j'ai pas donné mon avis. Mais... Il est tombé surtout sur des adversaires qui ont analysé comment il menait la guerre. Pendant la campagne de Russie, le maréchal Koutouzov, qui dirige les troupes russes, il refuse le combat avec Napoléon. Pour attirer les Français toujours plus la en terre profondeur. brûlée, il attend que l'automne arrive, que l'hiver arrive. Et puis ensuite, en 1813, on a une coalition de toutes les puissances européennes et qui là aussi adaptent leur stratégie à Napoléon en disant, c'est simple, on l'attaque de tous les côtés. Mais dès que l'empereur est à la tête de ses troupes, on se retire et on attaque ses seconds. Et c'est comme ça que en 1813. Et puis vous parliez de Bernadotte, qui a été, qui a été auprès de lui, un de ses grands lieutenants, tous ces et qui est devenu son grand adversaire. Voilà, l'auditeur l'a dit. Et en fait, Napoléon savait bien s'entourer. Il a choisi les meilleurs administrateurs, les meilleurs généraux. Et Bernadotte, Murat, Ney, Davout, c'était des types exceptionnel qui faisait le général Lasalle, il faisait Madrid, Moscou, la Pologne à cheval en pratiquement un mois. Vous vous rendez compte, c'était des sabreurs hors pair, mais c'était aussi des héritiers des Lumières. Ils savaient citer les grands philosophes des Lumières. Voilà. Et alors, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces généraux étaient issus du peuple. Contrairement aux armées qui étaient leurs adversaires, qui étaient dirigés par des gens issus de l'aristocratie. Là, c'était issu du peuple, c'est-à-dire c'était les meilleurs soldats qui devenaient généraux et non pas les fils de... la méritocratie, c'est lui qui l'a créée. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ses adversaires aussi ont analysé ses faiblesses. Et... Alors, vous parliez de Bernadotte, roi de Suède, qui est devenu roi de Suède. En trahissant Napoléon, il faut le rappeler. C'est pour ça qu'il en trahissant Napoléon, dont on parle peu d'ailleurs dans nos livres d'histoire, Bernadotte qui a épousé Désirée Clary, une jeune femme marseillaise. Napoléon Bonaparte convoitait Bonaparte. Oui. Et sa sœur d'ailleurs était l'épouse de Joseph, le frère de Napoléon Bonaparte. Clary. Et alors Joséphine arrive un peu après, si j'ai bien compris. En même temps, il la rencontre le 17 octobre 1795 dans une grande soirée chez Madame Tallien. Et il est tout de suite subjugué par cette femme. On peut en dire deux mots. C'est quand même notre impératrice, une femme l'incomparable, on l'appelait tellement elle était brillante, intelligente, belle, ravissante, d'une distinction rare. Et c'est vrai que les Français l'ont tout de suite adoptée. Et moi, je pense que le problème majeur, c'est quand Napoléon a divorcé en 1809, comme je vous l'ai dit, il perd tous ses meilleurs amis, Joséphine, Lannes, Murat, qui le tutoyaient et qui le ramenaient sur terre. Et donc, il est atteint de cette hubris, ce syndrome de... Alors, amour absolu et possessif. Oui ou non pour Joséphine? Alors c'est compliqué. C'est le film de Ridley Scott. C'est le film. Il l'a mis sur il la met sur un piédestal. Alors dans un premier temps, c'est vrai. En campagne d'Italie, d'Égypte, il est effectivement éperdument amoureux d'elle parce que c'est une grande séductrice. Elle a de nombreux amants pendant qu'il est en Italie et en Égypte. Elle n'arrête pas de le tromper, il faut le dire. Il le sait. Mais c'est une femme qui a connu. Le sait, lui, il le sait. Il a des espions. Il a des espions. Il a des espions qui rapportent. Mais il faut dire qui était Joséphine. C'est une femme de l'Ancien Régime qui a connu les geôles de la terreur. Elle a failli être guillotinée tous les jours pendant l'époque de Thermidor sous la Révolution. Et effectivement, elle a cette volonté, cette soif de vivre. Et c'est normal aussi. Et lui, il est parti pendant des années loin d'elle. Et puis c'est aussi une blanche créole de la Martinique, donc qui a été élevée en Martinique avec sur une plantation esclavagiste, mais avec toute cette domesticité, tous ces gens qui sont à son service. De l'Ancien Régime. Donc une certaine, pour elle, pas pour ceux qui la servaient, une certaine douceur de vivre. Effectivement, elle connaît la terreur, elle manque d'être guillotinée chaque jour pendant plus d'un mois. Et donc après, quand elle est libérée, elle vit
Bon, après, c'est vrai que Et ensuite, le plus important, il y a un renversement, parce que quand Napoléon devient empereur, toutes les femmes se pâment à ses pieds. Donc, il a 60 maîtresses à partir de 1804. Ah bon? Elles se jettent à ses pieds à la cour impériale. Et c'est là, donc, que Joséphine commence, qui a 6 ans et demi, 7 ans de plus que lui, qui commence à devenir vieille et fait surtout circuler le bruit que Napoléon est stérile et ne peut pas avoir d'héritier. C'est là le cœur du sujet. Et il est obligé de se séparer de son amour parce qu'elle ne peut pas lui donner l'héritier qu'il espérait tant. Oui, c'est le cœur. Finalement, c'est peut-être ce qui a changé vraiment Napoléon, le fait qu'il ne puisse parce qu'il aimait vraiment. Et puis je pense même dans sa propre politique, le fait qu'il ait eu un héritier, elle se dit qu'il peut aller encore plus loin. N'oublions pas qu'il lui donne le titre de roi de Rome, c'est-à-dire auparavant, à l'époque du Saint-Empire romain germanique, l'héritier, c'était le roi des Romains. Et donc il se projette, et là, je pense que la mégalomanie dépasse tout le fait qu'il a, c'est-à-dire qu'en gros, il avait tout fait jusque-là, sauf un enfant. Et là, il fait un enfant, et là, maintenant, il se dit, j'ai plus aucune limite. Et surtout, il épouse Marie-Louise, qui est la nièce de Marie-Antoinette, donc il devient, par alliance, le neveu de Louis XVI. Et donc ça lui monte à la tête. Lui qui était si misérable. Un homme du peuple, un homme misérable. Et il entre, et finalement, il retourne. Il découvre. Ah oui, alors là, il tutoie il découvre les rois, les reines. Et non seulement il les tutoie, mais il les domine. Mais alors, une des explications aussi de sa chute, c'est le fait que, du fait du rétablissement de l'esclavage en 1802-1803, il n'a plus d'empire colonial. Et en absence d'empire colonial, il va conserver un adversaire qui est l'Angleterre, la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne va s'emparer de toutes les colonies françaises. Et à ce moment-là, une fois qu'elle a pris toutes les colonies françaises, la Grande-Bretagne est capable d'intervenir en Europe, de mettre toutes ses troupes. Alors Napoléon dit toujours de l'infanterie britannique, elle est très bonne, heureusement qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais du fait de la perte des colonies, ils peuvent concentrer tous leurs efforts, notamment en Espagne, ce qui n'a pas été le cas pendant la Révolution française. Pendant la période de la Révolution française, du fait de l'abolition de l'esclavage, les troupes noires ont en quelque sorte sauvé la République, parce qu'elles immobilisent pratiquement 100 000 troupes britanniques dans les Antilles. Et ça, c'est le problème majeur. C'est quelque chose. C'est deux grandes défaites, c'est la Russie et l'Espagne. C'est la suprématie maritime de la Royal Navy. Effectivement, l'Angleterre, à partir de cette époque, la Royal Navy va dominer le monde, alors qu'avant, la flotte française lui faisait une concurrence sérieuse. Mais c'est surtout une guerre sans fin. C'est la troisième guerre de 100 ans depuis Louis XIV. La France est en guerre contre la perfide Albion, qui est l'ennemi héréditaire des Français. Alors, un mot, on a 30 secondes. Il perd à Waterloo, pourquoi ? Il perd parce que malgré une brillante manœuvre, c'est extraordinaire, comment il arrive il est vainqueur à Ligny la veille et tout, mais il perd tout simplement parce que bon, déjà, il est plus aussi vif, stratégiquement parlant, qu'auparavant, mais surtout, il fait une erreur majeure en laissant le corps de 35 000 hommes à Grouchy pour qu'ils poursuivent les Prussiens, et Blücher, avec ses 120 000 Prussiens, alors qu'à 5h30, nous étions vainqueurs à Waterloo, on a 120 000 Prussiens qui nous débordent sur l'aile droite et sur nos arrières, on est comme encerclés, et c'est là où la garde impériale va se sacrifier en disant « la garde meurt », mais ne se rend pas, ils vont mourir jusqu'au dernier. Bien, merci messieurs, passionnant. L'esclavage, raconté aux enfants, c'est Frédéric Régent. Et je parle un peu de Napoléon dedans. Et vous parlez un peu de Napoléon Lamartinière. Merci Dimitri. Et juste un mot, mon dernier livre, c'est Ces statues que l'on abat. On parle justement de la statue de Napoléon à Rouen, qui a failli être éliminée par le maire socialiste de Rouen. Et celle de Joséphine, qui depuis très longtemps a été abattue en Martinique. Pulvérisée à coups de masse à la Martinique. Bien, merci beaucoup. Tout de suite, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent Claude Dartois, ex-candidat de Koh-Lanta. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.